Les places ici se méritent, elles ne sont pas offertes aux ratés. C'est ce que mon père m'a dit il y a 3 ans, lorsque je suis arrivé en retard à son dîner d'anniversaire. C'est mon frère qui m'a donné la mauvaise heure. Je suis parti juste après, avec ma femme et mes 2 enfants. 3 ans plus tard, mon père se tenait sur mon pas de porte, les mains tremblantes, me remettant une notification de saisie immobilière de la banque. Je l'ai regardé et lui ai dit, « Tu m'as dit un jour qu'il n'y avait pas de place pour moi à ta table. Maintenant, je n'ai pas de place pour toi dans ma vie. Je ne partage pas cela pour mal parler de qui que ce soit. Je le partage pour vous demander, y a-t-il une limite au pardon, surtout lorsque votre famille ne vous a jamais vraiment fait de place? J'aimerais connaître vos opinions. Bonjour, je suis Daniel Montgomery, 36 ans, je travaille actuellement à distance pour une société d'analyse de données basée à Austin, au Texas. Ma vie ressemble à celle de n'importe quel homme d'âge moyen. Je travaille la journée, je cuisine le dîner avec ma femme le soir, j'aide les enfants avec leurs devoirs, puis nous nous détendons ensemble avec un vieux film avant de nous coucher. Ma femme, Julia, est institutrice dans une école publique voisine. Nous sommes mariés depuis 11 ans, et la vie ne s'est pas vraiment sentie complète avant l'arrivée de Caleb, 10 ans, et Lily, 8 ans. L'un adore dessiner, l'autre est obsédé par la construction de Lego. Tous deux me font sentir comme un enfant, mais plus heureux que je ne l'ai jamais été. Je suis incroyablement fier de cette petite famille que nous avons construite. Mais si quelqu'un me parle de mes parents, les Montgomery, je souris généralement et change de sujet. Non pas que je les haïsse, mais il y a 3 ans, au dîner d'anniversaire de mon père, ils m'ont forcé à choisir, rester silencieux et accepter l'humiliation, ou défendre mes 2 enfants confus alors qu'ils voyaient leur grand-père se moquer de leur père. J'ai choisi la seconde option, et à partir de ce moment-là, j'ai su que je n'avais plus ma place à la table qui portait autrefois le nom de « famille ». Il y a 3 ans, exactement une semaine avant le 60e anniversaire de mon père, Hudson m'a appelé. Hudson est mon frère aîné, bien plus âgé que moi. Pour nos parents, il a toujours été l'enfant d'or, celui à côté duquel il se tenait sur toutes les photos de famille, celui dont ils se vantaient auprès de leurs amis, même si personne ne savait jamais ce qu'il avait réellement accompli. Lorsque j'ai décroché le téléphone, Hudson est allé droit au but, pas de salutations, pas de bavardage. Il a dit, « Papa a 60 ans la semaine prochaine. Il veut faire les choses en grand. Il invite toute la famille élargie, les vieux amis. Tu peux venir ?» Juste après sa question, j'ai fait une pause d'environ 5 secondes avant de répondre, « je ne sais pas. Le travail a été fou ces derniers temps. » Il est resté silencieux un instant, puis a ajouté, « Je pense que tu devrais venir. » Enfin, c'est le 60e anniversaire de papa. C'est une étape importante. Je n'ai pas dit si j'y serais. Au lieu de cela, je lui ai dit, envoie-moi juste l'heure. Je verrai ce que je peux faire. L'appel a duré environ 1 minute de plus, puis j'ai raccroché et je suis retourné au travail. Environ une demi-heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un court message, 19h chez maman et papa. J'ai répondu avec un emoji cœur et un simple « Merci, Hudson ». Et c'était la fin de la conversation. Ce soir-là, après le dîner, une fois que tout était nettoyé et que les enfants étaient dans le salon, j'ai parlé à Julia de l'appel de Hudson à la fête des 60 ans de mon père. Après avoir écouté, elle a interrompu ce qu'elle faisait, s'est tournée vers moi et m'a regardé avec ce regard calme et posé avant de demander directement, « Tu y vas ?» Julia a toujours été comme ça, droit au but, sans fioriture. Je ne sais pas, ai-je dit. Honnêtement, je ne me suis jamais senti vraiment le bienvenu à ce genre de choses. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle a juste mis le torchon de côté, s'est approchée et a posé une main chaude et ferme sur mon épaule, comme elle le fait toujours quand elle sait que j'ai besoin de me stabiliser. Je comprends, a-t-elle dit, mais si tu n'y vas pas, ils s'en serviront contre toi à nouveau. Ils diront que tu es froid, distant. Nous n'avons pas besoin de leur donner plus de munitions. Avant même que je puisse assimiler ce qu'elle avait dit, Caleb et Lily nous avaient déjà entendus du salon. Ils sont arrivés en courant, illuminés comme si on leur avait promis un voyage à Disneyland, leur voix bouillonnant d'excitation. « Papa, on peut aller à l'anniversaire de papy ? On va lui faire un cadeau. Je veux le lui donner moi-même. » Je les ai regardés, et j'ai senti quelque chose se coincer dans ma poitrine comme tenir un ballon trop tendu, sur le point d'éclater. Ce que je craignais, ce n'était pas le voyage en lui-même, c'était la pensée que mes enfants pourraient ressentir le même froid que celui avec lequel j'avais grandi, pas celui qu'on ressent dans l'air,
mais celui qu'on voit dans les yeux de quelqu'un lorsqu'il vous regarde comme si vous n'aviez pas votre place. Alors, après quelques secondes de silence pesant, j'ai hoché la tête. D'accord, on y ira. Je n'y suis pas allé parce que je le voulais, j'y suis allé pour les enfants. Parce que dans leur esprit, leurs grands-parents étaient encore quelque chose de bien. Et si je suis honnête, j'espérais que peut-être, juste peut-être, cette visite susciterait quelque chose chez mes parents et qu'ils montreraient un peu plus de chaleur, un peu plus d'attention pour leurs petits-enfants, juste un peu assez pour que mes enfants aient l'impression d'avoir réellement des grands-parents. Une semaine plus tard, à 10 minutes de cette heure précise, nous nous sommes arrêtés devant la maison de mes parents. Ils vivent à la périphérie nord de Charlottesville, à près de 60 miles de chez nous. À notre arrivée, j'ai remarqué que l'allée et la cour avant étaient déjà remplies de voitures. Le portail n'était pas fermé, nous avons donc simplement marché. Mais au moment où nous sommes entrés dans le salon, où la fête battait son plein, je me suis figé. La musique jouait, les rires remplissaient l'air, et la fête durait manifestement depuis un certain temps. La plupart de la nourriture avait déjà été mangée, quelques personnes finissaient le dessert, d'autres levaient des verres de vin. À en juger par les apparences, la célébration devait avoir commencé vers 6 heures. Je suis resté là pendant quelques secondes, le cœur battant non pas de colère, mais de ce sentiment de malaise d'être laissé de côté, de ne pas correspondre. J'ai jeté un coup d'œil à la grande table au centre de la pièce. Mon père était assis là, riant, bavardant. Juste à côté de lui, au premier rang, se trouvait Hudson, sa femme et leurs 2 enfants. Hudson a levé les yeux et a croisé mon regard. Il a souri au ce genre de sourire doux et décontracté qui parvenait en quelque sorte à être à la fois suffisant et impudent. Et à ce moment précis, j'ai su qu'il m'avait délibérément envoyé la mauvaise heure pour que j'arrive en retard. Juste après cela, Hudson a pris la parole, « Vous êtes en retard. » La circulation ? Son ton était léger, décontracté, mais le sourire narquois sur son visage disait tout. Il n'y avait rien d'accidentel dans cette question. Avant même que je puisse répondre, la voix de mon père a coupé à travers la pièce, « La fête a commencé à 6 heures, et vous n'arrivez que maintenant ? Pourquoi n'êtes-vous pas resté chez vous ?» Je suis resté figé pendant quelques secondes, essayant de garder ma voix stable. Je suis venu à l'heure à laquelle Hudson m'a envoyé un texto. Il m'a dit 7 heures. Hudson a immédiatement fait semblant d'être surpris et a répondu sèchement, « Ai-je dit ça ?» Je ne me suis pas donné la peine de répondre. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert le message et je l'ai donné à un de nos cousins qui se tenait à proximité. Elle l'a pris, l'a survolé, puis a levé les yeux et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, il a raison. Hudson a bien écrit 7 heures. C'est clairement écrit ici. La pièce est restée silencieuse pendant un instant, mais Hudson n'a pas laissé le silence persister. Il est intervenu rapidement, essayant de contrôler le récit, peut-être que je me suis trompé ce jour-là, mais allez, c'est l'anniversaire de papa. Tu aurais dû savoir qu'il fallait venir tôt. Nous sommes une famille, pas seulement des invités. Avant que je puisse dire un mot, papa est intervenu à nouveau, cette fois plus durement, Hudson a raison. Tu ne me respectes pas, et surtout le jour de mon 60e anniversaire un événement important. Hudson a beaucoup plus de choses dans son assiette que toi. Il gère plusieurs centres commerciaux et est quand même arrivé à 4 heures pour aider. Et toi? Ton travail est instable, tes revenus ne sont pas si élevés. Toi, de toutes les personnes, tu aurais dû être là tôt pour aider à préparer, pas arriver comme ça. Quand il a fini, toute la pièce semblait se tendre et se rétrécir autour de nous. C'est alors que Julia, ma femme, a doucement posé sa main sur mon bras et a pris la parole avant que les choses ne dégénèrent davantage, « Nous sommes désolés, papa. La prochaine fois, nous veillerons à arriver plus tôt. » Sa voix était douce, mais juste assez pour apaiser la tension dans la pièce, ne serait-ce qu'un peu. Alors que la voix de Julia s'estompait, l'oncle Sam, le frère cadet de mon père, se leva et brisa le lourd silence, « Allez maintenant, vous êtes là. Asseyez-vous, fils. » J'ai légèrement hoché la tête et j'étais sur le point d'avancer, mais alors je l'ai vu, il n'y avait pas de chaise vide, pas une seule. C'est alors que ça m'a frappé, il n'avait pas du tout prévu ma présence. Je n'ai jamais fait partie de tout cela. Caleb et Lily ont levé les yeux vers moi, les yeux un peu incertains. Julia s'est tournée vers moi aussi, attendant un signe. À ce moment-là, Marc, mon cousin, s'est levé du bout de la table. Lui et sa famille ont commencé à faire de la place, en tirant des chaises supplémentaires de la cuisine et en rapprochant les petites chaises du mur pour faire de la place. « On va se serrer un peu » a dit Marc avec un sourire amical.
Les enfants peuvent utiliser les petites chaises. J'étais sur le point d'aller aider, mais mon père a alors tapé sur la table juste un léger tapotement, mais le son a traversé la pièce comme une gifle. Tout le monde s'est figé. Pas besoin de réarranger quoi que ce soit, a-t-il dit, sa voix calme et tranchante. Il est arrivé en retard. Il peut rester debout. J'ai levé les yeux droits dans ses yeux. Ce n'était plus seulement moi qui étais debout, ma femme et mes enfants étaient aussi debout. Et mes enfants, ce sont ses petits-enfants. Et là, devant Julia, nos enfants, et les 2 branches de la famille, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, les places ici se méritent, elles ne sont pas offertes aux ratés. Toute la pièce est devenue silencieuse au pas de rire, pas de commentaires, personne n'a osé dire un mot. Le seul son était la douce et horrible musique de fond régulière, sans émotion, comme si elle essayait de couvrir la laideur de la pièce avec quelque chose de faux. Caleb a légèrement tiré ma chemise, Lily s'est rapprochée de sa mère. Ma gorge brûlait non pas de colère, mais de l'humiliation brute d'être dépouillé devant tout le monde par l'homme même qui m'a élevé. J'ai jeté un coup d'œil du côté de la table de mon père. Hudson était resté immobile, faisant tourner le vin dans son verre. Il n'a rien dit, mais ses yeux me suivaient, calmes et perçants, comme s'il m'étudiait, attendant de voir ce que je ferais ensuite. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que j'avais amené ma femme et mes enfants au mauvais endroit. Après cette insulte de mon père, je n'ai plus pu me retenir. Là, entouré d'une pièce pleine de regards silencieux et de confusion mal à l'aise, j'ai fait un pas en avant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était basse mais aiguë, « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu m'as traité de raté devant tes amis, ta famille, devant tes petits-enfants. » Personne n'a dit un mot. Le seul son était la douce et horrible musique de fond régulière, sans émotion, comme si elle essayait de couvrir la laideur de la pièce avec quelque chose de faux. J'ai pointé du doigt Caleb et Lily, tous 2 debout à côté de Julia, figés dans la confusion. Le visage de Lily était rouge, ses mains étaient serrées. Caleb s'accrochait fermement à l'ourlet de la chemise de sa mère, les yeux passant entre moi et son grand-père, essayant de comprendre tout cela. Je me suis retourné vers mon père, ma voix plus tendue maintenant, mais chaque mot précis et délibéré. « Tu penses qu'ils ne t'ont pas entendu ? Tu penses qu'ils n'ont pas vu la façon dont tu m'as regardé ? Tu crois vraiment qu'ils n'oublieront pas les mots que tu viens de dire ?» Soudain, de la table centrale, Hudson a éclaté de rire. Il a incliné la tête vers moi, comme si c'était juste un autre spectacle pour son divertissement. Puis il a parlé, faisant semblant de rester calme, « Daniel, allez, ne dramatisons pas. » Je me suis retourné brusquement vers lui et l'ai interrompu, ma voix glaciale, « Tais-toi. Je ne te parle pas. » Puis je me suis retourné vers mon père, les yeux rivés sur les siens, et ma voix est devenue basse et régulière, mais tranchante comme un rasoir. « Tu as dit que je ne méritais pas de place. Très bien. Mais laisse-moi te poser une question, toutes ces années où je me suis débattu seul, as-tu jamais appelé pour savoir si j'allais bien ? Y a-t-il un seul dollar que je t'ai emprunté et que je n'ai pas remboursé ? Y a-t-il eu un seul moment où tu m'as vraiment regardé comme si j'appartenais à cette famille ? » Juste après avoir dit cela, je l'ai vu, son visage est devenu rouge, sa main a tremblé lorsqu'il a pointé le doigt vers moi. Puis il a explosé, « Ferme ta bouche. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je suis ton père. Tu n'es rien comparé à Hudson. Tu m'entends ? Rien. Depuis le jour de ta naissance, tout ce que tu as fait, c'est me décevoir. » J'étais sur le point de répondre lorsqu'une autre voix a coupé la tension, « Ça suffit, Daniel. Si tu es venu ici pour fêter, alors assieds-toi. Sinon, pars. Ne fais pas de scène. » C'était ma mère. Elle ne s'est pas levée, elle ne m'a même pas regardé. Ses yeux sont restés fixés sur le verre d'eau devant elle, comme si c'était la seule chose qui la tenait ensemble. À ce moment-là, je me suis tourné vers elle, je l'ai regardée droit dans les yeux, et je n'avais pas l'intention de rester silencieux après ce qu'elle venait de dire. Ma voix était stable, lente, mais sûre, chaque mot tombant avec poids, « Tu es ma mère, mais t'es-tu déjà vraiment soucié de ce que je ressens ?» Elle a légèrement sursauté, ses lèvres se sont serrées, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai croisé son regard et j'ai continué, « Quand papa m'a dit que je devais couvrir toutes mes dépenses universitaires, où étais-tu ? Quand Julia et moi nous sommes mariés, as-tu aidé ? Où étais-tu en vacances avec Hudson ce week-end-là ? Quand Caleb et Lily sont nés, es-tu venu à l'hôpital ? Les as-tu même tenus dans tes bras ? » J'ai fait une pause juste assez longtemps pour que le silence s'installe, puis je l'ai dit clairement, assez fort pour que tout le monde entende, la réponse est non.
J'ai regardé autour de la pièce, puis je me suis retourné vers elle, et ma voix a changé au pas en colère maintenant, mais plus basse, plus lourde, comme si je disais enfin à voix haute quelque chose qui était resté dans ma poitrine pendant des années, tout l'amour, tout l'effort, tout est allé à Hudson. Son mariage vous et papa avaient tout payé. Son enfant a fini à l'hôpital, vous étiez tous les deux là jour et nuit. Mais moi? Quand j'avais le plus besoin de vous, j'étais seul. Et maintenant, tu te tiens là et tu me dis de me taire? J'ai secoué la tête et j'ai expiré, puis j'ai pointé derrière moi où Caleb et Lily étaient debout, silencieux, incertains. Tu peux me traiter comme tu veux, j'y suis habitué. Mais eux, ce sont tes petits-enfants. Ils n'ont rien fait de mal. Alors dis-moi, pourquoi les traiter comme s'ils n'existaient pas? Pourquoi tracer une ligne entre tes petits-enfants? La pièce s'est figée. Personne ne bougeait, personne ne respirait même. De quelque part de l'autre côté de la pièce, un verre a légèrement tapé la table aussi doucement, mais cela a résonné dans le silence épais comme une cloche. Ma mère a cligné des yeux rapidement, ses épaules ont légèrement tremblé. Elle a essayé de parler, bégayant en levant les yeux vers moi, je les aime, Daniel. Je les aime. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix ferme et inébranlable, alors dis-le. Dis-moi, quand est l'anniversaire de Caleb et Lily? La pièce s'est réduite à un seul point. Elle s'est figée. Elle n'a pas répondu, elle a juste baissé la tête, les lèvres serrées, comme si elle venait d'avaler une vérité trop amère pour la nier. Je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin qu'elle la dise, parce que chaque année, je leur envoyais des invitations aux fêtes d'anniversaire, et chaque année, ils ne venaient jamais pas une seule fois. Pendant que tout le monde était encore figé, ne sachant pas quoi dire, Lily a tiré doucement ma manche, sa voix à peine un murmure, comme si elle ne voulait pas que les grands entendent, « Papa, j'ai peur. Donnons nos cadeaux à papy et rentrons à la maison, d'accord ?» Je me suis arrêté, j'ai regardé Julia. Elle a légèrement hoché la tête, pas besoin de dire un mot. J'ai doucement détaché la main de Lily, j'ai plongé dans le sac et j'ai sorti les deux cadeaux. L'un était une carte faite à la main sur laquelle Caleb avait passé des jours, l'autre était un dessin sur lequel Lily avait soigneusement travaillé toute la semaine. Ils y avaient tous les deux mis tout leur petit cœur. J'ai fait un pas en avant et j'ai levé les cadeaux au centre de cette pièce silencieuse et sans souffle. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était clair. Caleb et Lily ont passé toute une semaine à te faire ça, papa. Mais peut-être que tu n'en as pas besoin. Peut-être que les cadeaux d'Hudson te suffisent. J'ai fait une pause, puis j'ai sorti une petite boîte en velours noir de ma poche de manteau, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait la montre à $3000 que j'avais achetée la semaine précédente, soigneusement choisie, soigneusement planifiée. Et celle-ci venait de moi. Mais après tout ce qui s'est passé ce soir, je ne pense pas que tu la mérites. J'ai regardé directement mes deux parents au plus avec de la colère maintenant, juste de l'épuisement. Puis j'ai dit calmement, clairement, félicitations. Ce soir, vous venez de perdre un fils et deux petits-enfants. J'ai pris la main de Caleb, j'ai serré celle de Lily, et je me suis retourné pour partir, sans jamais regarder en arrière. Nous ne sommes pas rentrés directement à la maison. Au lieu de cela, j'ai bifurqué vers un petit restaurant à 5 minutes du quartier. Je voulais juste faire quelque chose, n'importe quoi, pour compenser ce que les enfants venaient de vivre. Personne ne leur a dit qu'ils devaient sourire, mais quand Lily a commencé à choisir un dessert, ses yeux se sont rallumés, et Caleb s'est assis en balançant ses jambes sous la chaise, racontant avec enthousiasme à Julia le projet scientifique fou d'un camarade de classe. Je savais que leur petit cœur se remettait doucement, et je me suis senti un peu plus léger. À tout le moins, j'avais fait une chose bien, je me suis levé et j'ai protégé mes enfants, même si cela signifiait me dresser contre les personnes mêmes qui m'ont donné la vie. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pu dormir. Les enfants dormaient profondément, mais je suis resté allongé, les yeux grands ouverts, fixant le plafond sombre, comme si chaque souvenir de ma vie était projeté dessus, un par un, avec une clarté douloureuse. Depuis que j'étais enfant, mes parents ont toujours favorisé mon frère tout simplement parce que Hudson était celui que tout le monde louait, grand, beau, charmant, et bien sûr, brillant à l'école. Moi, j'étais en deçà dans toutes les catégories, et donc, à leurs yeux, j'étais toujours celui qui n'était pas à la hauteur, celui qui était un peu décalé. Chaque fois que quelqu'un venait et mentionnait mon nom, il ne disait pas « Daniel Montgomery », il disait « le petit frère d'Hudson ». Et mes parents ne les ont jamais corrigés. Je me souviens avoir eu 10 ans, Hudson a cassé le vase préféré de maman et m'a blâmé. J'ai pleuré. Maman n'a rien dit.
Papa m'a regardé et m'a dit, tu es un garçon. Arrête de faire tout un plat pour un rien. Hudson resta là, silencieux. Et j'ai appris une leçon importante, gardez le silence, et vous survivrez. Je me souviens de mes débuts à l'université. J'ai dû contracter mon premier prêt étudiant pour payer mes frais de scolarité, tandis que chaque centime des économies familiales était remis à Hudson pour son entreprise. Il avait eu au moins 3 projets ratés, et ce n'est que ces 4 dernières années qu'il a finalement trouvé un emploi régulier, comme tout le monde. Mais même maintenant, je sais au fond de moi qu'il poursuit toujours son rêve de start-up. Et malgré tout cela, je n'ai jamais haï mes parents. Année après année, Julia et moi mettions toujours de côté une petite somme de $2000 environ pour Thanksgiving, les anniversaires et Noël. Non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais peu importe combien je leur donnais, seul Hudson valait la peine d'être mentionné. On en est arrivé au point où je croyais honnêtement que si Hudson traînait un tas d'ordures dans le salon, il s'assiérait autour de la table pour discuter du coin où cela rendrait le mieux. Et moi? Peu importe ce que je rapportais à la maison, peu importe son éclat, il le regarderait comme de la poussière sur une manche. À ce moment-là, j'ai poussé un léger soupir pas fort, mais assez pour rompre le silence pesant de la pièce sombre. Et soudain, j'ai senti les bras de Julia se glisser autour de ma taille, me tirant doucement vers elle. Elle était toujours éveillée. Tu penses encore à ce qui s'est passé plus tôt, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais juste assez pour que je sache qu'elle était restée éveillée, entendant tout ce que j'essayais de garder pour moi. Je me suis tourné vers elle, mon front reposant contre le sien, et j'ai chuchoté, j'en ai fini avec eux, Julia. Cette fois, pour de bon. Plus de chance. Elle n'a pas discuté. Elle m'a simplement enveloppé de ses 2 bras, m'a rapproché d'elle et a chuchoté en retour, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que tu sois le bon fils dans l'histoire de qui que ce soit. J'ai besoin que tu sois un bon mari et le père dont nos enfants seront toujours fiers. J'ai fermé les yeux. J'avais l'impression d'avoir enfin enlevé une pierre de ma poitrine, une pierre que je ne réalisais même pas avoir portée pendant des années. Je n'avais plus besoin de place à cette vieille table familiale, parce que j'avais enfin une maison, une maison où je n'avais pas à prouver que je méritais de m'asseoir. Le lendemain matin, vers 9 heures, alors que Julia et moi préparions le petit déjeuner pour les enfants, la sonnette a retenti forte, rapide et urgente. C'était le week-end, Caleb et Lily étaient libres, et nous avions déjà prévu une excursion familiale aux eaux cet après-midi-là. Je suis allé ouvrir la porte et je me suis figé un instant lorsque j'ai vu mes parents debout là, avec Hudson juste derrière eux. Mon père a parlé le premier, son ton aussi autoritaire et suffisant que jamais. « Tu ne vas pas nous inviter à entrer ?» Sans hésitation, j'ai répondu fermement, non. Les étrangers ne sont pas autorisés dans ma maison. Il s'est énervé, sa voix s'élevant, petit morveux irrespectueux. Essayant de désamorcer la tension, ma mère a rapidement interrompu. Sa voix était douce mais claire, ce n'est pas grave. On peut parler ici. On voulait juste dire quelque chose. J'ai croisé les bras et je me suis tenu bien droit dans l'embrasure de la porte. Alors dites-le vite. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les vieilles blessures. Mon père a regardé Hudson et a poussé un soupir forcé, essayant, semble-t-il, de paraître humble. On est venu ici pour s'excuser. On a peut-être trop dit l'autre soir. Hudson n'a rien dit. Il se tenait derrière eux, les mains dans les poches, les yeux perdus comme s'il ne faisait pas partie de tout cela. Mais je savais mieux. Ils n'étaient pas là par culpabilité, ils étaient là parce que, après que je sois sorti avec ma famille hier soir, la foule ou leurs amis, leurs parents leur a tourné le dos. Ils ne voyaient plus mon père comme le patriarche fier, mais comme un homme qui avait publiquement humilié son fils devant ses petits-enfants. Je le savais parce que l'oncle Sam m'avait appelé plus tôt ce matin-là. Il m'a tout raconté, comment les gens ont réagi, comment plusieurs invités sont partis tôt, et enfin, il a dit, s'ils se présentent à ta porte, fais attention. Les excuses ne sont qu'un écran de fumée, ce n'est pas du regret. Ils essaient de sauver la face. Alors, tandis que je restais là, regardant les 3 personnes que j'appelais autrefois ma famille, je ne me sentais plus en colère. Je ressentais du froid ou le genre de froid qui s'installe au plus profond de votre poitrine lorsqu'une chose est morte depuis longtemps et enfin reconnue. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, ne faisons pas semblant que vous êtes ici parce que vous êtes désolés. Vous êtes ici parce que, pour la première fois, la famille à laquelle vous tenez tant vous a tourné le dos. Mon père a serré les mâchoires, les yeux baissés. Ma mère a serré ses mains contre sa poitrine,
comme si elle pouvait étouffer la vérité dans le silence. J'ai continué, ma voix égale, presque calme, mais bon. Si vous voulez vraiment arranger les choses, ce n'est pas moi que vous devez convaincre. Laissez les enfants décider. S'ils choisissent de vous laisser entrer, alors je laisserai tomber. Mais sinon, en ce qui me concerne, cette conversation est terminée. Je me suis retourné vers la maison et j'ai appelé, Caleb, Lily, venez ici une seconde. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu de petits pas. Caleb a couru le premier, tenant encore la moitié d'une tranche de pain grillé. Lily a suivi, ajustant une barrette à cheveux tordus. Je me suis agenouillé et j'ai dit, assez fort pour que mes parents entendent, grand-père et grand-mère veulent entrer, mais je pense que cette décision devrait être la vôtre. Caleb m'a regardé, Lily a jeté un coup d'œil à Julia, puis s'est retournée vers moi. Aucun d'eux n'a dit un mot, mais après quelques instants de silence, ils ont fait un pas en avant, l'un de chaque côté, et m'ont enveloppé de leurs bras. Ils n'ont pas dit « grand-père », ils n'ont pas dit « grand-mère », et ils n'étaient pas le moins du monde heureux de les voir. À ce moment-là, je me suis relevé et j'ai regardé mes parents. Ma voix était calme, presque sans émotion, on dirait qu'on a notre réponse. Et avec ça, la porte de ma maison s'est refermée, laissant les trois là, dehors, nous regardant de l'endroit où ils appartenaient maintenant. 2 années se sont écoulées. Nous avons vécu notre propre vie, libre de mes parents, libre de Hudson. Je n'avais plus à me demander si je devais appeler, si je devais passer, si j'avais dit ou fait quelque chose pour offenser quelqu'un. Je ne vivais plus comme un enfant debout devant la porte de sa propre famille, attendant la permission d'entrer. Et une fois que j'ai cessé d'essayer de gagner leur approbation, j'ai enfin vu combien d'années j'avais perdu à courir après quelque chose qui ne m'avait jamais appartenu. Je pensais que les choses étaient enfin calmes. Je pensais que nous avions rompu ce cycle. Mais au moment où j'ai commencé à baisser ma garde, ils sont réapparus, de retour dans nos vies. Je me souviens si clairement de ce jour-là. C'était un lundi après-midi, il y a environ 6 mois. Julia et moi venions de terminer le travail et avions récupéré les enfants à l'école. Mais alors que nous arrivions à la maison, j'ai été surpris de voir mes parents debout devant la porte d'entrée. Sans un mot, j'ai roulé directement dans le garage. Julia s'est tournée vers moi, ses yeux posant silencieusement une question, « Savais-tu qu'il venait ?» J'ai secoué la tête. Au moment où je suis sorti de la voiture, ils ont commencé à marcher vers nous, comme s'il n'y avait jamais eu de porte entre nous, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Ma mère a parlé la première, sa voix tremblant au bord des larmes, « Daniel, aide-nous s'il te plaît. La banque est sur le point de nous reprendre la maison. » Je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit. Puis mon père, les mains tremblantes, a sorti un dossier de son sac et l'a tendu vers moi. Hudson, il avait besoin d'argent pour lancer son entreprise. Il nous a suppliés. Il a dit qu'il rembourserait le double en 6 mois. On l'a cru, alors on. J'ai levé une main, l'interrompant. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ma voix n'était pas forte, mais elle a tout arrêté. Je n'ai pas hésité. Celui qui a fait le désordre, allez le voir. Allez trouver Hudson. Ma mère a serré le coin de son manteau, sa voix se brisant, il est parti, Daniel. Disparu. On n'a plus eu de nouvelles de lui depuis 2 mois. On ne peut plus porter ça seul. Je les ai regardés, les visages que j'appelais autrefois ma famille, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, ils avaient l'air réellement désespérés. J'ai poussé un long soupir. Laisse-moi voir ça. J'ai tendu la main et j'ai pris le dossier à mon père. Ses mains tremblaient si fort que le coin du papier était froissé. Je l'ai ouvert, j'ai feuilleté quelques pages, un prêt de $200 000, signé il y a près de 2 ans, garanti par eux deux. J'ai poussé un rire sec et amer et j'ai dit, comme c'est poétique. Vous m'avez laissé tomber, et maintenant vous revenez mendier. Puis j'ai plié le dossier, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai parlé clairement, chaque mot comme une porte qui se referme, vous avez dit un jour qu'il n'y avait pas de place pour moi à votre table. Eh bien, maintenant, je n'ai pas de place pour vous dans ma vie. Mon père m'a regardé, figé pendant quelques secondes. Il n'avait même pas commencé à réagir lorsque ma mère s'est avancée, tirant doucement le bord de ma manche, comme si elle essayait de s'accrocher au dernier fil de quelque chose de longtemps défait. Sa voix s'est brisée, faible et tremblante, « Daniel, s'il te plaît, je te supplie. On est sur le point de perdre la maison. Si la banque la reprend, on ne survivra pas à ça. » Je n'ai rien dit. Je suis resté là,
regardant les chaussures boueuses de mon père, puis les yeux de ma mère. Les deux personnes devant moi, je les appelais autrefois ma famille, mais maintenant ce n'étaient que deux personnes qui avaient choisi un autre fils encore, et qui ne revenaient que maintenant, non pas par amour, mais parce qu'elles n'avaient plus personne. À ce moment-là, Julia est sortie et m'a rejoint. Elle s'est tenue tranquillement à côté de moi, posant doucement sa main sur la mienne, comme si elle essayait d'empêcher quelque chose en moi de s'échapper complètement. Sa voix était douce, honnête, pleine de sollicitude. « Daniel, je sais qu'ils t'ont profondément blessé, et je sais que ce n'est pas juste de te le demander, mais ils vieillissent. S'il y a encore quelque chose que tu peux faire, peut-être y réfléchir. Ce sont toujours tes parents. » J'ai serré sa main plus fort, mais j'ai gardé les yeux fixés sur les personnes devant moi. Une petite partie de moi, minuscule, a senti quelque chose s'adoucir, mais le reste n'avait pas oublié. J'ai levé la tête, je les ai regardés droit dans les yeux, et ma voix, calme et égale, a porté le poids de tout ce qui restait non dit. « Très bien. Si vous voulez vraiment mon aide, alors dites-moi les dates de naissance exactes de mes enfants. » Ils se sont figés. Près d'une minute entière s'est écoulée, puis ma mère a lancé une date au hasard. Mon père en a deviné une autre. Les deux étaient fausses. Je ne les ai pas corrigées, je n'ai pas élevé la voix. J'ai dit doucement, mais avec toute la clarté du monde, il y a près de 3 ans, je vous ai posé la même question, juste devant tout le monde. Et à l'époque, vous ne vous en souveniez pas. Et maintenant, 3 ans plus tard, vous ne vous en souvenez toujours pas, et avec ça, la porte de ma maison s'est refermée une fois de plus, les excluant à nouveau. Les 2 jours suivants, Julia et moi nous sommes assis pour une conversation sérieuse. Il ne s'agissait pas de pitié, ce n'était pas parce que je pensais qu'il méritait le pardon. C'était parce que je ne voulais pas vivre le reste de ma vie en me demandant si j'avais été trop cruel. Je ne voulais pas me réveiller un jour après leur mort, en me demandant si j'avais fait ce qu'il fallait. À 10 heures précises, je me suis présenté chez mes parents. Ils ont ouvert la porte, le soulagement et l'espoir écrits sur leur visage. Ma mère a immédiatement demandé, « Tu as changé d'avis, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas hoché la tête, je suis simplement entré, je me suis tenu au milieu du salon et j'ai dit simplement, « Ne soyez pas trop heureux. Je n'aide pas gratuitement. » Puis j'ai tout expliqué, « Je suis prêt à vous aider à garder cette maison, mais à une seule condition, vous me la vendez à sa juste valeur marchande dès maintenant, soit environ 400 000 $. Ils se sont figés, mais j'ai continué. Après ça, si vous voulez continuer à vivre ici, vous paierez un loyer de 1 000 $ par mois. Ce n'est pas bon marché, mais c'est juste, c'est le prix courant. Et une dernière condition, vous signez tous les deux un accord. Hudson n'est jamais autorisé à revenir dans cette maison, quelles que soient les circonstances. » D'abord, ils ont résisté. Mon père a froncé les sourcils et a arpenté la pièce comme un homme à la recherche d'une issue. Ma mère m'a regardé avec des yeux pleins d'incrédulité et de déception silencieuse. Mais il n'avait pas d'autre choix. Personne d'autre n'était intervenu, aucun parent n'était prêt à aider, et Hudson était parti. Et moi, le fils qu'ils avaient exclu d'une table d'anniversaire il y a 3 ans, j'étais maintenant le seul à tendre encore la main. Finalement, ils ont accepté mes conditions. Tous les documents ont été finalisés la semaine suivante, le contrat d'achat, le transfert de propriété, le bail et un accord juridiquement contraignant interdisant à Hudson d'accéder à la propriété, au tout signé devant un avocat. Je n'ai pas beaucoup parlé, ils n'ont pas posé de questions. Tout a été géré proprement, clairement, comme une transaction commerciale entre 3 étrangers qui partagent le même nom de famille. Ils louent maintenant la maison depuis 6 mois, et je sais que certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment sont prêts à me lancer des pierres, en disant des choses comme « Tu te dis un fils et tu prends de l'argent à tes parents ?» ou pire, sans froid. Mais avant de vous précipiter pour me juger, laissez-moi vous dire ceci, pas un seul dollar de ces 1 000 $ de loyer mensuel n'est allé dans ma poche. Julia et moi avons utilisé chaque centime pour acheter 2 régimes d'assurance maladie complets pour eux, parce qu'à leur âge, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Je ne l'ai pas fait pour les louanges, pas pour prouver que je suis une bonne personne. Je l'ai fait parce qu'un jour, lorsqu'ils seront partis, je ne veux pas vivre avec la question « Aurais-je pu faire quelque chose de plus ?» Maintenant, je sais que des gens qui écoutent disent qu'ils ne le méritent pas, que j'aurais dû m'en aller, les laisser faire face aux conséquences de leur choix. Et honnêtement, j'y ai pensé aussi. Mais finalement, j'ai choisi d'aider non pas parce qu'ils l'avaient mérité, mais parce que je ne voulais pas devenir comme eux. Et avant de terminer l'histoire, je veux vous demander, à ceux d'entre vous qui sont encore là, qui écoutent encore, avais-je tort ? Avais-je tort de tendre la main une fois de plus ?
Avais-je tort d'avoir racheté la maison puis de faire payer un loyer à mes parents? Veuillez partager vos réflexions ci-dessous. Je veux vraiment savoir. Et si cette histoire a eu une signification pour vous, pensez à vous abonner, à la liker et à la partager, afin que peut-être quelqu'un d'autre se sente un peu moins seul. Merci beaucoup de m'avoir écouté.